Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Mes chers amis, nous revoilà. Nous sommes le samedi 23 avril, en pleine forme, au printemps. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous pour passer 7 heures en notre compagnie. Pas 7 heures, mais 7 heures qui vient. Avec notre ami Roland. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Voilà, l'homme de Vittel, le jardinier de terrain, qui va vous raconter plein de choses intéressantes parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire, à vous présenter et nous allons nous faire plaisir tous ensemble, partager notre passion. 112e jour de l'année. Oui, et il reste 253 jours avant notre prochain nouvel an. Ça commence à te chatouiller. Ah, ça y est, ça vient. Ça en fait encore un petit moment. Deuxième jour du signe astrologique du taureau. Taureau qui fonce généralement beaucoup. Je me rappelle ma petite maman. Le troisième jour du mois de Floréal dans le calendrier républicain français, qui est le jour de la fougère. Alors la fougère, on ne devrait pas dire la fougère, on devrait dire plutôt les fougères, parce que sous le nom de fougère, il y a beaucoup de choses. Et je voudrais commencer par 4 jolis vers. C'est pas moi qui les ai écrits, c'est monsieur Léonard. Vous n'avez point, humble fougère, l'éclat des fleurs qui part le printemps, mais leur beauté ne dure guère, vous êtes aimable en tout temps. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli pour la fougère. C'est certainement un petit peu ancien. Plante donc tout à fait extraordinaire parce qu'elle compte sans doute parmi les végétaux les plus anciens qui arrivent aujourd'hui à être encore autour de nous. On a parlé la semaine dernière des cycas et cicadacées, plantes déjà très anciennes qui datent de 250-280 millions d'années. Là, on est sur 345 millions d'années. Ah oui. L'apparition des premières fougères, donc bien avant les conifères, et évidemment très nettement avant les plantes à fleurs, qui arriveront pratiquement 100 millions d'années plus tard. On n'imagine pas, parce que ce sont des dimensions totalement phénoménales, mais 345 millions d'années, c'est quelque chose. Bon, sur la Terre, qui en a 4 milliards et demi, c'est pas peut-être grand-chose, mais quand même, sur l'évolution, c'est extraordinairement beau. Ces fougères, elles ont suivi pratiquement la même évolution que les cycas, parce qu'elles ont eu leur apogée au Carbonifère, à l'époque où il y avait donc les dinosaures, et quand on entend Carbonifère, on entend quoi ? Carbone. Et carbone, c'était la formation de... Eh ben de carbone. Du charbon. Du charbon. Les gisements de charbon étaient formés à l'époque du Carbonifère. Et il y a énormément de fougères... Ah oui, qui sont coincées dans le carbone. Alors, qui sont coincées dans le carbone, mais qui ont aussi participé à la formation de ce charbon. Ça va dans le sens de ce que je vais vous dire maintenant, c'est que la plus grande biomasse qui existe à l'état fossile aujourd'hui, ce sont tout simplement des fougères. Ah oui. Essayons de nous projeter dans ces époques ultra préhistoriques pour se rappeler que la Terre, à cette époque, est une sorte d'unicontinent totalement recouvert de fougères. Il n'y a que ça. Ouais, mais des grandes, des petites, alors il y a de tout. Les plus grandes atteignaient 40 mètres de hauteur. Ah oui, ça cause là. Et il y en avait des petites, évidemment. Donc c'était l'âge des fougères. Et plus tard sont apparus, bien sûr, les conifères et encore, comme on disait, les plantes à fleurs. Aujourd'hui, les fougères, botaniquement, forment un groupe qu'on appelle les phyllocophytes. Alors, phyllocophytes, ça veut dire végétaux fougères. 13 000 espèces quand même, encore aujourd'hui. Oui. Et c'est un des très très grands embranchements du monde végétal, après les angiospermes. Les angiospermes, ce sont les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs. Beaucoup de fougères sont tropicales et beaucoup aussi sont épiphytes. Mais on a évidemment des fougères indigènes en Europe et elles sont souvent quand même très très jolies. On a des
fougères encore réminiscentes de l'époque du Carbonifère, avec les fougères arborescentes qui, elles, ont perdu la moitié de leur hauteur, puisque les plus grandes qu'on a, c'est déjà pas mal, elles font 20 mètres. Les grandes Cyathea. Poussous spontanément. Les Cyathea, Oui. on va les avoir en Malaisie, on va les oui. avoir dans toutes ces parties tropicales du monde. Les Dicksonia qui, eux, vont être australiens. On a quand même des fougères arborescentes spontanées. Et puis, on a la particularité des fougères. Comment on reconnaît à coup sûr une fougère ? À coup sûr, à son look, non ? À son feuillage qui est très découpé. Qu'est-ce qu'on a encore ? Le tronc, non, parce que les fougères mâles chez nous n'ont pas de tronc, donc c'est surtout son feuillage. Les crosses. Eh ben oui. Ah, les petites crosses, c'est vrai, c'est tellement joli ça. Quel est l'autre végétal qui développe une crosse ? Ah oui, il n'a pas Quasiment d'étonnant. les cicadacées, mais Ouais. on les voit pratiquement pas dans nos régions. Mais dans nos régions, quand on voit une crosse qui se développe, on est certain que c'est une fougère. Toi, tu nous as dit, ah ouais, mais les fougères aussi, ça se mange. Au XVIIe siècle, en Europe, on mangeait le rhizome séché et pulvérisé, ça servait à faire le pain. Et puis plus récemment, eh bien, le rhizome bouilli dans la bière, ça donnait un petit parfum de framboise à la Oh là, bière. bon, moi, je préfère manger une bonne framboise. Alors, on parle de la fougère, évidemment pas Dicksonia, mais on parle de la fougère mâle, qui n'est pas mal du tout d'ailleurs. Alors, il faut savoir qu'en France, la grande fougère d'aigle, le Oui, la Pteridgium fougère d'aigle. aquilinium, a servi de nourriture dans les périodes de disette. On mangeait justement les jeunes crosses, des très très jeunes fougères, qu'on appelait des têtes de violon. Si, ça ressemble Ouais. à l'extrémité Ah oui, du c'est vrai, manche le de bout, violon. Oui, exact, oui. Et on les consommait en salade ou même en légumes qui accompagnaient les plats à cette époque-là. Et il semblerait qu'on puisse aussi les confire comme des carpes. Je te tends la main là, parce que tu manges tout, tu de cuisines la tout. fougère, c'est tentant, effectivement. Tu m'as raconté aussi que dans le folklore, on faisait récolter les fougères par des jeunes filles la veille de Saint-Jean. Oui, oui. En fait, c'est elle qui récoltait et normalement, ça faisait tomber le gars qu'elle voulait amoureux. Mais attention, il fallait que ça soit fait le soir de la Saint-Jean. Uniquement. Donc elle pensait très fort à la personne qu'elle voulait, elle cueillait les fougères. Et tant qu'il tombait amoureux, le gars. Ah ouais, direct. Ça, c'est un bien, truc de ça. fou, hein. Ouais. On sait qu'à cette époque-là, on n'était pas quand même encore très très doué au niveau de la botanique, puisque on disait que la fougère fleurissait et fructifiait juste avant minuit, alors que les fougères n'ont pas de fleurs. Hein, le jour de la Saint-Jean, je suppose. En plus, le jour de la Saint-Jean, donc c'était quand même un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas le jour de la Saint-Jean, on fête la Saint-Georges, mais le 23 avril 1907 naissait un grand nom, un nom célèbre. Ah bah oui, André-Philippe Marc de Vilmorin qu'on connaît encore évidemment aujourd'hui. Alors lui, il n'était pas le premier de la génération des Vilmorin, évidemment, et il était vraiment issu de cette famille-là. Il est né et mort à Verrières-le-Buisson, qui était le berceau de cette famille. Il est le frère de la célèbre romancière Louise de Vilmorin, exactement. Et lui-même a écrit en 1962 un essai sur Louise de Vilmorin. C'est assez étonnant, mais pendant 13 années, il a dirigé la société Vilmorin-Andrieux et il avait travaillé pour cette société pendant 33 ans. Il a présidé l'ex-GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants, qui est devenu SEMAE aujourd'hui. En 1962, il était paysagiste, il a créé des jardins pour des particuliers, des sociétés, dont le jardin de l'UNESCO à Paris. Et il fut aussi le premier vice-président de la SNHF, la Société nationale d'horticulture, de 1950 jusqu'à sa mort en 1987. Et il était même aussi président honoraire de la fameuse RHS, la Royal Horticultural Society. Donc c'était un grand personnage, commandeur aussi de l'ordre du mérite national du mérite et du mérite agricole, les deux. Donc monsieur André-Philippe Marc de Vilmorin. Et chez Vilmorin, ça existe toujours. Hein. Les toujours les graines Vilmorin. Mais qui ne sont plus dans la famille, il faut le dire. Le 23 avril, on fête la Saint-Georges et la Saint-Youri pour les orthodoxes. Oui, et donc si les tomates sont mûres à la Saint-Youri, c'est que tu t'es gouré de pays. Oui, parce que c'est pas encore mûr, donc... Voilà un dicton intelligent et réel. À la Roland, on met quelques bémols. Là, ça c'est un vrai dicton. Pluie de Saint-Georges sur 100 cerises, en reste 14. Ah oui, s'il pleut trop, là, ça serait dommage. Parce qu'en ce moment, les cerisiers fleurissent et que vous allez avoir la coulure des fleurs. Et Saint-Georges met l'épi à l'orge, la fleur au lin et la graine au rave. Alors c'est technique là. Hein, non, ça veut dire qu'en fait, l'orge commence à former son épi.
que le lin commence à fleurir et que l'on obtient déjà des graines sur les raves. C'est les navets, c'est les choux-raves, des bisannuels qu'on a laissés et qui vont fleurir en ce moment. C'est vrai qu'on les laisse pas tellement, les navets en terre. Ne laissez pas vos navets en terre. Une question de Framana. J'habite l'Est de la France. Peut-on accueillir le lilas des Indes dans notre région froide? Moi, personnellement, je pense que c'est un peu difficile. Nous sommes en région parisienne et nous avons un vrai mal de chien à faire fleurir le petit Lagerstroemia qu'on a. Il fleurit une fois tous les 2-3 ans. Il faut vraiment que l'été soit long, qu'il y ait eu de la chaleur pendant tout l'été. Après, on les laisse en plein air tout l'hiver. On ne les abrite pas, ils ont tenu le coup pour l'instant, mais je crains quand même que dans l'Est de la France, que tu connais beaucoup mieux que moi, ça soit limite. Je connais quelques Lagerstroemia, j'en ai croisé quelques-uns dans l'Est, mais quand on parle de l'Est, c'est très vague. Évidemment, on ne va pas aller dans les Hautes-Vosges ou dans le Jura, parce que là, ça ne poussera pas. Par contre, en plaine, dans certaines situations, sur des cours intérieurs, par exemple, protégés du vent, eh bien là, on peut avoir des Lagerstroemia. Et puis, il y a des variétés qui peuvent s'adapter encore. On dit que certaines résistent à moins 20 degrés. J'ai peur aussi qu'ils résistent, ok, mais qu'ils ne fleurissent pas. Alors, bien sûr, le Lagerstroemia, il est intéressant par sa feuille qui est assez coriace, qui est jolie, puis surtout par son tronc. Quand il devient âgé, il fait des troncs vraiment sublimes. Mais quand même, la floraison, on en a envie. Il nous faut beaucoup de soleil. Alors, l'an dernier, par exemple, c'était même pas la peine, mais si on a un soleil bien fort sur une cour intérieure, là, ça peut fonctionner. Alors, il semblerait que tu en aies trouvé quand même un ou deux qui ont la possibilité de résister. Oui, alors ils sont, comme tu le disais, mais là, on a même du moins 15, et puis c'est des variétés plus trapues. C'est important, parce que plus on va être haut, et plus elles vont être sensibles au vent. Donc là, si c'est du trapu, ça ira bien. Lagerstroemia Mardi Gras, par exemple, qui a un port un petit peu pleureur. On a le même en blanc qui est Indica Pixie White, à peu près le même port, donc un peu pleureur et plutôt trapu. Et puis on a encore Indica Black Solitaire avec le feuillage. Ça c'est la tendance actuellement, il y a beaucoup de variétés nouvelles qui arrivent avec des feuillages pratiquement noirs. Oui, on a d'ailleurs du mal à les trouver en pépinière tellement ils ont de succès. Non, il y en a chez Desmartis, ils en ont pas mal. On a fait le reportage. Regardez News à la TV, 2 reportages même sur Desmartis avec les Lagerstroemia et ça c'est quand même très intéressant. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mesdames, Messieurs, nous allons faire une rubrique uniquement destinée, ou du moins commandée par M. Roland Motte, parce que c'est, je pense, une technique qu'il pratique régulièrement, à savoir les engrais verts. Alors, la première des choses, ça va être déjà de définir un engrais vert, parce que c'est pas un engrais. Non, c'est pas un engrais, ça s'achète en boîte. En boîte, mais en graines. Mais en graines, voilà. La définition rapide, on pourrait dire que c'est des plantes qui poussent assez rapidement, on va dire sur maximum 1 mètre de haut, qui vont garnir un terrain qu'on vient d'utiliser parce qu'on a récolté quelque chose, parce que ce terrain se retrouve nu, et qui va emplir l'espace, et qui va apporter en plus de la nourriture un petit peu au sol, d'où cette expression d'engrais vert. Alors on vous expliquera après comment on pratique. Pour l'instant, on va essayer de mieux comprendre. Est-ce que c'est une méthode, l'engrais vert, qui est pratiquée couramment en jardinage naturel ? Oui, aujourd'hui on va parler de permaculture ou de culture permanente, ils en font partie, puisque lorsque le sol devient nu, eh bien on va semer de façon à occuper l'espace. Si nous n'occupons pas cet espace, forcément on va avoir l'arrivée d'herbes quand même, mais cette fois elles seront indésirables, elles viendront de ça, de là, d'un peu partout, et donc là on garde un contrôle quand même sur ce sol qui était nu. Oui, c'est un peu la base de la culture bio, à savoir la fameuse trilogie, un compost, paillis, engrais vert. Et engrais vert, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de fumier, oui, tout le monde n'a pas forcément de fumier, eh bien, c'est le moyen de fertiliser au niveau organique de façon très intéressante. Alors, comment, justement, ces engrais verts vont pouvoir contribuer à la fertilité du sol ? Déjà par leurs racines, en tout cas pour certaines variétés, et puis on va les enfouir, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est d'arriver à les enfouir progressivement. On va retourner le sol, et on peut aussi les laisser en compostage de surface. Ah, le fameux compostage. Oui. Alors, tu as évoqué une chose majeure en parlant des racines. Il faut quand même expliquer que si l'on utilise des plantes de la famille des légumineuses, les fabacées aujourd'hui, par exemple le trèfle, le sainfoin, la luzerne, le pois aussi, fourragé,
ces végétaux ont la faculté, grâce à des micro-organismes qui se trouvent sur leurs racines, de fixer l'azote de l'air. Or, l'azote est le facteur numéro 1 de la croissance des végétaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces micro-organismes absorbant l'azote de l'air et le stockant au niveau de ce qu'on appelle des nodosités, c'est-à-dire que ça fait des espèces de boules sur les racines, eh bien, vont apporter cet azote dans le sol et donc reconstituer ou constituer une réserve nutritive très importante. Donc là, on a une véritable action de fertilisation. Et on a une autre action aussi, c'est de pouvoir casser un petit peu le sol, par exemple avec la moutarde qui va descendre ses racines en profondeur. Et, entre guillemets, ça va bêcher le sol à notre place, j'ai bien dit entre guillemets. On pourrait aussi se dire, si on ne prend pas ces légumineuses, dans un contexte de fertilisation, mais plutôt d'amendement. Il y a quand même une chose, c'est qu'il faut penser à la photosynthèse. Les plantes, grâce à la photosynthèse, fabriquent des éléments qui leur servent à leur nourriture, mais elles ont créé de la biomasse. Donc, lorsqu'on a semé des graines, on va avoir développé des végétaux qui vont avoir fabriqué des éléments qu'on va réintégrer dans le sol, et donc on va forcément créer de la fertilité. Maintenant, on va essayer d'être pratique. Comment ça se passe? On sème les engrais verts maintenant? Alors on les sème lorsqu'on a fini une culture. Lorsque nous nous retrouvons avec un espace nu, et la terre à nu, eh bien c'est là où on peut le faire. Puisque c'est une levée assez rapide, comme la facélie par exemple. Oui, mais il y a quand même des limites, tu ne vas pas semer ça au mois de janvier par exemple. Ah non, bien sûr pas au mois de janvier, parce que là je suis intervenu à l'automne déjà. Et donc dès que ma culture est terminée... Dès que tu as récolté... Hop, on sème de l'engrais vert ou on fait du paillis si on n'a pas envie de faire de l'engrais vert. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Alors avec quel type de plante? La luzerne, la moutarde blanche, la facélie qui est intéressante. J'adore la facélie, parce qu'elle est mellifère en plus. Oui. Mais elle est jolie. Mais elle ne fait pas partie des légumineuses, mais c'est quand même intéressant. Elle sème de mai à juillet, l'enfouissement d'août à février. Le seigle, alors je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, ça produit de l'humus un petit peu, et surtout c'est avec une certaine densité, ça peut étouffer les mauvaises herbes, le seigle. Le trèfle incarnat, la veste d'hiver, le Vicia sativa. Donc voilà, tout cela, vous pouvez vraiment les semer. Même le colza fourragé, il y a des gens qui sèment du radis chinois, le raigra d'Italie, enfin il y a énormément de ces plantes. Évitez la consoude quand même. Lilo. Mais la consoude, je l'avais vu aussi citée, mais bon, on l'utilise à d'autres fins et on en a déjà parlé. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous sommes, je disais, dans le printemps, donc il y a forcément des actualités. Alors des actualités, il y a toujours des tas de choses qui sortent, etc. On essaye de vous trouver des choses qui sont un peu en dehors des pistes habituelles, des choses un peu plus originales. Et là, il me sort un truc, je ne sais même pas ce que c'est. Le cabas, avec un K. Lecabas.fr. C'est pas le cabas, c'est CABAS pour aller faire ses courses. Mais ça ressemble un petit peu ça, parce que c'est un site, allez, on va dire un peu fourre-tout, dans lequel on va retrouver du jardinage aussi, et dans lequel on va avoir des articles, comment réussir son compost par exemple. Donc pour les néophytes qui vont chercher de la nourriture, parce que là on peut trouver les magasins bio près de chez soi dans le Lecabas, mais si on veut se mettre au jardin, eh bien on peut trouver aussi des réponses. Et il y a surtout, ce qui m'a plu, c'est un comparateur de graines. Par exemple, je suis allé voir les tomates bio, ça me compare toutes les tomates existantes, la quantité, le poids, etc. Et donc j'ai ce qui existe sur le marché avec les prix, et ça me permet d'avoir une idée. Ah, ça ne te compare pas les tomates, ça te compare les sachets de graines. Pardon, les sachets de graines de tomates bio, et ça me compare aussi les composteurs. Donc là, j'ai un large choix de composteurs pour voir ce qui existe avec les prix. C'est plutôt un travail compliqué, parce qu'il faut le faire, d'aller chercher toutes ces références. Et c'est pratique parce que ça nous donne vraiment une idée par rapport à tout ce qui est dit sur les prix des graines. On dit des fois n'importe quoi. Là, on a les preuves. Et ils ont leur experte en jardinage. Exactement. Caroline Vivant. Caroline Vivant, voilà, merci. Et donc, c'est elle qui fait les articles, justement, et qui nous file un petit coup de main. Eh ben écoute, si tu la connais, tu la fais venir, on aura le plaisir de l'inviter à l'émission. Moi, je voudrais vous parler de plantes absolument merveilleuses qui s'appellent les iris. Et chaque année, il y a des nouvelles créations, des nouvelles obtentions, et notamment celle de monsieur Richard Cailleux, qui est dans la région du Loiret, exactement à Gien.
Et cette année, on aura carrément une quarantaine de nouveautés à son catalogue, dont je crois une quinzaine ou un peu plus de ses propres créations. Bien sûr, c'est pas le moment de planter les iris. On va les planter vers le mois juin, juillet, août, mais ça vaut le coup de les commander parce que les nouveautés, il y en a toujours relativement peu. Et puis, les premiers commandés sont les premiers servis, évidemment. Je vous en ai, sur l'ensemble de ces créations, sorti 3 qui me semblent vraiment magnifiques, originales, je dirais, elles m'ont touché. Une qui s'appelle Toile de maître. Alors, les pétales roses, légèrement ambrés, avec les sépales fond blanc et bordés de rose. Très, très beau. Hein. C'est très discret, mais avec des couleurs que vous attendez pas. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt des iris. Ça a des couleurs que vous ne retrouvez pas chez les autres végétaux et des mariages de couleurs. On se demande comment on peut faire ça. L'autre s'appelle Soupirant. Alors, il est abricot avec du crème lavé de fuchsia. Donc, c'est vraiment une couleur aussi, comme je disais, inattendue, délicate parce que vous avez ce dégradé, et puis avec ces barbes mandarines qui ont 2 petites touches de rouge lit de vin un petit peu. C'est vraiment, vraiment très sympa. Alors, déguisement, lui, il est vraiment très curieux parce que il est d'une couleur lavande gris-beige, on n'a pas ça chez les fleurs habituellement, avec sur les sépales du brun olive légèrement ombré de mauve et des barbes rouges. Alors ça, ouais, ça donne envie. C'est peut-être pas facile à mettre partout dans le jardin, mais encore une fois, ce genre de couleurs-là, n'hésitez pas à les mettre dans un massif en les associant avec du blanc. Vous aurez toujours un beau résultat. Et je terminerai avec Haute-Savoie. Il a des pétales blancs, des blancs de blanc, ourlés de bleu indigo, donc ça fait un contraste vraiment très lumineux, très très beau. Et c'est... Ah non, mais franchement, j'adore. Je vois que tu craques. Au niveau des manifestations, on a le domaine de Poulaine qui va ouvrir ses portes le 28 avril, donc la semaine prochaine. Très très beau domaine dans l'Indre. D'ailleurs, si vous n'habitez pas par là, il y a des chambres d'hôtes. Vous pouvez dormir carrément à l'intérieur du domaine. 25 hectares, il y a un arboretum. Il y a vraiment un très beau jardin qui a été dessiné avec amour par sa propriétaire. Vraiment, j'aime beaucoup cet endroit. Donc, il ouvre la semaine prochaine. Le coup de cœur, ce sera quoi? J'ai vu un article dans Vivre Vert au quotidien, un très bon petit site, et dedans, il parle de la société Kémit Écologie, qui est au Cameroun, qui date depuis 2014. Alors eux, c'est vraiment des gens malins, puisque avant, pour se chauffer là-bas, puisqu'on se chauffe quand même au Cameroun, on allait détruire les mangroves locales, on allait couper du bois, et tranquille. Et bien là, ils ont inventé un charbon écologique qui se fait avec des déchets végétaux, avec la pelure de plantain, de la canne à sucre, du maïs. Et ce charbon qu'ils arrivent à obtenir est encore moins cher et plus chauffant que le charbon traditionnel et que le bois traditionnel. Donc c'est une bonne initiative et on peut leur filer un coup de main. Vous allez sur leur site qui s'appelle kémitécologie.com, vous trouverez tous les renseignements. Alors Kémit avec un K. Hein. Oui, avec un K, et je trouve cette idée assez bien puisque ça nous protège, ça nous garde les mangroves, c'est encore mieux. Alors moi très rapidement, mon coup de cœur, ça sera les géraniums label rouge qui cette année vont avoir 23 nouvelles variétés. Alors vous savez que le label rouge sur les végétaux, c'est une sorte de marque d'excellence. C'est le fait d'être sûr d'avoir les meilleures obtentions. C'est extrêmement rigoureux au niveau de la sélection, mais non seulement le résultat de la variété elle-même, mais aussi la manière dont c'est produit. Il faut que les gens le fassent de façon assez écologique. Il faut que vous ayez des qualités aussi de plantes quand vous les achetez qui vous permettent d'être sûr d'avoir un très très beau résultat. Il y en a plusieurs, je vous les montrerai sur la vidéo. Il faut qu'on avance parce que nos annonceurs nous attendent et veulent nous parler de leurs produits. Dans une toute petite page de publicité, c'est tout de suite et on revient rapidement. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
une question sélectionnée et c'est Baggy qui s'y colle. Baggy, c'est son pseudo et qui nous dit « Vous indiquez souvent dans les sujets sur les bonsaïs ou les plantes d'intérieur que le substrat doit être à la fois drainant et rétenteur en eau. Je trouve cela paradoxal, vous avez raison Baggy. Comment pouvez-vous l'expliquer? C'est vrai que c'est compliqué. » C'est une excellente question parce que effectivement on peut s'interroger. La réponse, elle est relativement simple. C'est la mise en œuvre qui est compliquée. Pour avoir des éléments drainants, il suffit d'avoir des matières incompressibles et d'un diamètre suffisant, comme des grains de pouzzolane, des grains de quartzite dans le sable, etc., qui ne vont pas pouvoir s'agglutiner ou s'amalgamer les uns avec les autres. Et pour être rétenteur en eau, il faut avoir des substances qui vont être comme des éponges, mais des éponges qui sont capables de restituer leur réserve d'eau lorsque les racines vont venir leur demander. Expliquer comme ça semble facile. C'est simple, mais c'est très technique quand on est producteur de terreau. Voilà, exactement, parce que c'est un peu la quadrature du cercle, et notre ami Baggy l'a bien noté, et c'est pour ça qu'un terreau n'est jamais constitué que d'un seul produit. Un terreau, c'est un mélange, comme tu le disais, subtil, complexe, de toutes ces matières qui doivent laisser l'air passer pour que les racines respirent. Donc ça fait partie du drainage. Le drainage étant aussi l'évacuation de l'eau. Donc il faut que ces éléments qui ne s'agglutinent pas permettent de faire des micro-fissures, des petits canaux minuscules à l'intérieur du substrat. Je vous l'ai dit, le sable, la vermiculite, la perlite, la pouzzolane, les cailloux, éventuellement de la bille d'argile qu'on cassait, et des éléments rétenteurs en eau. Les éléments rétenteurs en eau vont être surtout organiques, essentiellement de la tourbe. Oui. C'est pour ça qu'un terreau sans tourbe, ça existe, mais c'est plus compliqué, parce que la tourbe, elle a l'avantage d'être une véritable éponge végétale. Elle va se gorger d'eau. Le défaut, c'est que lorsqu'elle est complètement desséchée, elle se réimbibe difficilement, d'où la complexité qu'on a. Et puis, j'ai oublié de dire, dans un substrat, un terreau, support de culture, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de compacité pour que la plante tienne dans la terre, et puis qu'il y ait de la nourriture. Donc, on ajoute des éléments organiques qui vont apporter la vie microbienne et des éléments minéraux sous forme d'engrais à diffusion lente qui vont constituer une sorte de réserve de nourriture. Donc ça, c'est l'image d'Épinal, l'image idéale du terreau. Après, moi, je ne suis pas un industriel du terreau et on pourrait discuter avec eux sur leurs recettes. Je ne sais pas s'ils nous les donneraient toujours. On parle de recettes et ça ressemble vraiment à la cuisine. Et comme tu l'as déjà vu, dans certains restaurants, il y a des bons cuisiniers et des cuisiniers peut-être un peu moins bons et d'autres cuisiniers qui utilisent des matières premières plus basiques, on va dire, parce que ça coûte moins cher. Et c'est ce qui fait toutes les différences entre les terreaux et il y a vraiment du meilleur au pire. Dans le commerce, c'est sûr. Bon, on y reviendra certainement sur ce sujet-là parce qu'il y a tout à dire, il y a à boire et à manger, comme on dit. Le conseil va être extrêmement simple. Évitez déjà le terreau le plus bas de gamme, le moins cher, le truc qui vous est vendu pour 3 francs 6 sous, parce qu'entre un terreau qui va être vendu pour un sac de 50 litres, on va dire 5 €, et un autre qui va être à 20, il est sûr qu'il n'y a pas tout à fait la même chose à l'intérieur. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors j'adore faire cette émission, mais là j'ai encore plus de plaisir, parce que nous avons choisi de vous parler d'une des fleurs les plus jolies, les plus élégantes, les plus raffinées qu'on peut avoir dans un jardin, avec en plus une gamme extrêmement large, à la fois de formes, de couleurs, de dimensions. Et je voulais parler des clématites. Clématites, on en parle maintenant parce que d'abord on peut les planter. Et puis, il y a le dicton qui dit à la Saint-Judith, qui est le 5 mai, sourit la clématite. Ah, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Les clématites, t'en as dans le jardin? Oui, c'est incontournable. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'adapter à tout. Il y a une diversité folle, tu l'as dit, il y a des tailles folles et il y a une adaptation. On peut les avoir retombantes, on peut les avoir évidemment grimpantes, on peut les avoir même, comme ça, posées presque en touffe. J'exagère un peu, mais... Oui, certaines maintenant sont beaucoup plus... compactes dans les nouvelles variétés, oui, on pourrait faire ça. Oui, puis il y a la facilité de culture aussi. Et moi qui suis un peu feignant, c'est vrai que c'est relativement facile à cultiver.
Alors c'est relativement facile à cultiver. Je dirais que le défaut des clématites à grandes fleurs, les petites fleurs c'est pas le cas. C'est quand même une longévité faible. Je connais peu, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, qui ait dépassé les 10 ans. Parce que malheureusement, il y a une sensibilité terrible sur ces plantes au niveau du collet. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir une des vidéos qu'on a faites il y a quelques temps maintenant, mais qui sont facilement trouvables sur le site de News Jardin TV, avec Arnaud Travers, qui est un des le grands... pape. Oui, on a fait aussi des vidéos avec Marie-Laure Rollin de chez Javois, qui est aussi une productrice de clématites, et c'était très intéressant. Mais avec Arnaud, il nous a montré un truc que j'aurais même pas imaginé, c'est comment réussir des clématites dans un sol qui leur convient pas. Alors je vous donne pas la recette, vous la regarderez sur la vidéo, mais pourquoi est-ce que l'on a fait cette vidéo? Parce que la clématite est sensible à une chose terrible pour elle, qui est un champignon qui se développe sur le collet et qui entraîne le dépérissement. Donc il ne faut surtout pas que la partie de jonction entre les racines et la tige, qu'on appelle donc ce collet, soit dans l'humidité. Sinon, en quelques jours, vous cramez votre clématite. Donc, la plantation est capitale. La limite de terre va être très importante. Ça va plus loin que ça. Regarde la vidéo, tu verras. Non, c'est très intéressant. Bon, pour tout vous dire, il faut des accessoires, notamment un pot. On plante en pleine terre tout en étant en pot, donc c'est tout un truc. C'est simple, tout le monde peut le faire, mais c'est très intelligemment fait. Et je remercie énormément Arnaud de nous avoir permis de découvrir cette méthode-là, parce que c'est vraiment très bien. Et ce qu'on veut, c'est effectivement que ça dure aussi longtemps que possible. Nous sommes dans quelle famille? Les renonculacées. Eh oui, nous sommes dans les renonculacées. Ah, donc ce qui veut dire que attention, ça ne se consomme pas. Les renonculacées, la plupart du temps, sont toxiques. Je ne dis pas que la clématite est une plante hyper poison, mais par prudence, on va éviter. Environ 200 espèces de clématites existent et qui ont la particularité d'être ce que l'on appelle volubiles, c'est-à-dire qu'elles ne s'accrochent pas comme du lierre avec des crampons, elles ne se collent pas comme la vigne vierge avec des ventouses, mais elles vont faire la danse des serpents, comme le fait très bien Elles vont s'accrocher intelligemment, s'entourer autour du support pour grimper ici ou là. Et comment ça se passe? Oh bah ça se passe, tu fais le tour, non? C'est pas. J'avais vu une vidéo au ralenti où ça tourne. Non, alors la glycine, elle entoure un peu comme un serpent constricteur son support. La clématite, elle, fait des vrilles. Avec chaque feuille, on a une petite vrille qui va effectivement servir d'accroche, d'attache. Comme la vigne. Oui, comme la vigne, tout à fait. Ce sont des plantes qui vont s'accrocher toutes seules, ça c'est quand même déjà aussi un avantage. Plante évidemment totalement rustique. Ah oui, alors, sauf increvable quand même. Peut-être les clématites à feuillage persistant. Oui, Armandie, oui. Elle peut être peut-être un petit peu limite, mais parce que vous avez des clématites qui sont originaires de l'Himalaya. On en a en Europe aussi. T'en connais une? La celle qu'on trouve de la clématite d'hier. L'herbe au gueux. Oui, c'est ça, l'herbe au gueux, voilà. C'est pourquoi on disait l'herbe au gueux. Bah oui, je sais, mais tu vas nous le dire. Dis-le. Ah bah, je vais te le dire, parce qu'elle est toxique, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Et pour avoir l'air un peu plus mendiant, eh bien, il prenait des feuilles de clématite, il s'en frottait un peu partout. Puis, s'il vous plaît, mon pauvre, la charité, j'ai malade à moi. Ouais. Et donc, voilà, je fais mal le gueux, mais c'était ce qu'il faisait. Si, t'es un très beau gueux. Non, mais en fait, c'est ça. Là, c'est la toxicité de la sève qui faisait qu'au contact de la peau, ça faisait des pustules, des choses comme ça. Et donc, on devenait complètement malade sans l'être réellement pour pouvoir tout simplement permettre de trouver quelqu'un qui a pitié et qui donne quelques sous. Alors, on a parlé un peu des clématites à grandes fleurs. Il y a les clématites à petites fleurs, et notamment Montana. Montana tétrarose. Alors tétrarose, mais il y en a d'autres. Ouais. Mais oui, tétrarose, c'est la plus connue. Alors là, on est sur de la très grande plante. Ouais. Et là, je vous conseille vraiment de les laisser grimper dans un arbre ou dans une haie, parce que ça peut être très bien. Dans une haie, ça habille complètement. Et puis au lieu, justement, si vous avez une vieille haie de tuya que vous trouvez moche, vous allez pouvoir l'habiller avec une clématite Montana qui fleurit pratiquement en ce moment. Là, ça va arriver. Avec les rosiers grimpants. Arnaud qui m'expliquait ça. C'est tétrarose, il faudrait. Si, avec un rosier liane, tu pourrais. Mais il faut une plante très costaud pour être de la même puissance que la clématite. Mais une clématite, effectivement, à grande fleur, qui a pas une vigueur exceptionnelle, qui va être autour de 2 mètres, 2 mètres 50 maximum, ça peut habiller la base d'un rosier grimpant qui s'est un peu dénudé. Et puis, le même Arnaud Travers nous avait conseillé aussi de dire un arbuste, une clématite.
systématiquement, mais c'est une bonne idée. Bon, Ouais. évidemment, c'est un peu de la promo pour la Oui. clématite, mais c'est une bonne idée parce que il n'y a aucun arbuste ou quasiment qui est décoratif toute l'année. Oui, c'est vrai. Donc, en trouvant, par exemple, si vous prenez un buddleia, floraison plein été, et que vous prenez une clématite qui fleurit en mai, bah, vous allez avoir une floraison beaucoup plus longue. L'idée sur un rosier, c'est d'augmenter la qualité de la floraison, puisque là, elles vont fleurir en même temps la plupart du temps. Ça peut être quand même vraiment, vraiment très, très joli. On parlait un petit peu de ces clématites à feuillage persistant. Il y en a une dont je voulais vous montrer l'intérêt, qui s'appelle Christmas Surprise, la surprise de Noël. C'est une variété à feuillage persistant et comme son nom l'indique, à floraison hivernale. Alors je pense qu'on est sur des cirrhosas. Le défaut des cirrhosas, c'est que ça fait des cloches pendantes. Ah Donc oui. il faut vraiment les surélever pour pouvoir en profiter, parce que sinon on voit que le dessus. Mais ces cloches, elles sont blanc crème. Alors c'est cireux, c'est peut-être pour ça qu'on les appelle cirrhosas. Et en revanche, la rusticité, c'est -10 maxi, donc ça veut dire quand même plutôt les zones à climat doux. Sur un petit treillage, dans un endroit un peu abrité, ça peut être très 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 bien. Le défaut, dirons-nous, des clématites, c'est qu'elles n'ont pas forcément du parfum. Il y a Clématis recta, on dit que ça sent un petit peu bon. Et puis le dernier conseil, ça sera pour la réussite de la plantation, les pieds à l'ombre et la tête au soleil. Révolution silencieuse. Oh là. Alors ce n'est pas un slogan, c'est le nom du pseudo qui nous demande « Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre une houe et une sarcleuse ?» Alors, Ou un sarcloir peut-être. on va parler tout doucement pour que la révolution reste silencieuse. Non. Une sarcleuse, on est dans l'agriculture. Hein. Sur la sarcleuse, c'est une grosse machine. Le sarclage, c'est quoi? Sarcler, c'est couper finalement l'herbe quand elle est en hauteur, tout en laissant les racines, puisqu'on va gratter la surface du sol. Oui, si on pouvait retirer les racines, ça serait encore mieux, mais c'est vraiment de se faire du désherbage avec une machine ou un outil. Et une houe. Alors la houe, c'est différent. Elle est beaucoup plus large que la binette déjà. Elle va nous servir à, buter les pommes de terre par exemple, ou gratter, ou faire des trous, ou creuser un petit peu plus. Alors on peut faire le même travail, à savoir sarcler avec une houe, notamment quand les sols sont difficiles, ou si vous voulez décaper du gazon, ou des choses comme ça. La grosse différence entre les deux outils, c'est que la houe s'utilise en tirant, avec un manche généralement d'1 mètre de long, ce qui fait que vous travaillez le dos courbé. Une horreur. On a fait une précédente chronique sur le mal de dos. Oui. C'était la semaine dernière d'ailleurs. C'est ça, la houe est la spécialiste. La houe ou la binette, vous avez un manche court et donc vous avez l'occasion de taper un petit peu parce que le soc fait un angle de quasiment 90 degrés avec le manche, donc il faut être vraiment courbé pour que ce soit efficace. C'est un outil qu'on utilise énormément encore en Afrique, notamment pour remplacer la charrue. Quand on a un sol qui est assez friable, comme ça arrive dans beaucoup de ces régions, eh bien, un coup de houe permet déjà de le travailler. Ouais. Mais bonjour les dégâts. Le sarcloir, comme tu disais, parce que encore une fois, la sarcleuse, c'est pas un mot de jardinage, c'est complètement différent. Vous avez un long manche avec une lame qui peut être triangulaire, qui peut être ronde, qui peut être de forme variable, tranchante, que l'on va utiliser en poussant. On n'est pas du tout dans le même outillage. Alors, il y a des sarcloirs qui existent aussi avec un autre type de lame articulée, qui fait une sorte de fer à cheval, je dirais. Oui. Et là, on va travailler dans les deux sens. Alors, c'est pas mal non plus. Mais ça a moins de puissance que, par exemple, on a, encore une fois, sur News Radio TV, nous faisons énormément de vidéos, et il y en a une qui s'appelle le désherbage alternatif, où on vous montre des outils très originaux, qui s'utilisent tous en poussant, et notamment un qui s'appelle la binette Spork, qui est une sorte de trident que l'on utilise en poussant, avec un manche qui en plus a une poignée perpendiculaire à l'extrémité du manche, qui donne encore plus de force au travail. Et là, l'avantage, vous travaillez en position verticale, et vous n'avez pas du tout mal au dos. Donc on ne va pas se faire mal au dos, maintenant on va se reposer 2 secondes en écoutant une petite page de publicité. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature.
Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher ami Roland, Oui, Patrick. j'aimerais bien que tu travailles un peu la semaine prochaine. Je te laisse aujourd'hui puisque tu es avec nous, mais maintenant il va falloir quand même bosser puisque nous sommes en plein printemps et que tu nous dises exactement ce que tu vas faire et ce que tu conseilles surtout à nos auditeurs et spectateurs de faire. Allez, nous sommes fin avril, on va commencer dans le sud à pouvoir planter les tomates, les aubergines, etc. Dans le sud, déjà dans la région parisienne, on va le faire. Dans le sud, ça fait 15 jours qu'ils l'ont fait. Moi, j'ai toujours un peu cette peur quand même du froid qui va arriver. Ouais, moi, je suis trouillard du froid. Je suis sûr qu'il y a au moins 15 jours dans le sud. On va demander, vous écrirez pendant l'émission, là, vous nous envoyez des petits mots, je suis sûr que vous Ils me font déjà peur, moi, les gens du sud. Hein. Ouais. Bah ouais, mais ils n'ont pas le même climat que chez toi. Ouais, et moi, par contre, je vais le mettre en serre, parce que quand vous êtes dans le Grand Est ou dans des régions un peu plus montagneuses, nous sommes encore prudents, nous sommes encore vigilants, parce qu'on parle des tomates au 15 mai, on parlait même à la Sainte-Sophie, donc fin mai pour les planter, parce qu'on a toujours cette crainte de voir nos pieds de tomates dégagés avec une nuit qui n'est pas comme les autres, et ça fait mal. Alors ça. je pense que les tomates sont un tout petit peu moins frileuses que les aubergines et les poivrons, donc vous pouvez peut-être commencer les tomates. Mais j'irai dans le sens de Roland par rapport à l'idée de la serre. Alors, soit une serre, soit quelque chose qui vous recouvre les tomates. Parce qu'il n'y a pas que le froid, il y a aussi l'humidité. Et si on a une saison très pluvieuse, vous ratatinez vos tomates avant même qu'elles aient commencé à se développer correctement. Parce que le mildiou, lui, est là et il ne vous fait pas de cadeau. Donc, pour être quasiment sûr de réussir vos tomates, je vous conseille vraiment d'acheter ces tunnels surélevés qui sont parfois même pas... jusqu'au bas, il y a une aération qui se fait. Ça, c'est important aussi contre le mildiou parce que il faut pas qu'il y ait de condensation sur la plante. La fameuse housse à tomate de base, là, c'est formidable pour le mildiou parce que vous avez vraiment la concentration d'humidité le long des parois et sur les feuilles. Donc là, vous attrapez toutes les saloperies. Oui. Avec ce système-là, qui ne doit pas coûter quand même une ruine, je pense, c'est simplement des grands arceaux avec un film qu'on tend dessus. Ben, vous avez une aération, vous avez quand même une protection et surtout, vous n'avez pas le feuillage qui est humide tout le temps. Et j'en ai vu fait main même, hein, c'est très simple, hein, des tuteurs. Oui. L'important, c'est d'avoir cette couverture, comme tu l'as dit, pour éviter le mildiou. T'as de la rhubarbe chez toi? Oui, bien sûr, la rhubarbe pousse bien, sol lourd, tu sais, un peu compact, donc elle va très bien. Et donc, les fleurs, on va les éliminer. Encore que des fois, j'en laisse une parce que j'adore ça. C'est beau, la fleur de rhubarbe, mais c'est pas une bonne idée. Hein. Vous devriez les couper pour donner la priorité aux feuilles. Et puis, là, oui, on va commencer les confitures. Tu peux déjà commencer à les récolter maintenant? Un petit peu. On va commencer. Faut faire gaffe de pas tout récolter, parce que on est des fois tenté par la confiture, on coupe tout, mais sans feuilles, une plante pousse beaucoup moins. On a un très bon vin de rhubarbe dans les Vosges. Ouais. Alors moi, ce qui m'étonne dans ce que tu me proposes, c'est que tu disais tout à l'heure, ah là là, j'ai la trouille pour les tomates, etc. Mais toi, tu vas sortir tes plantes vertes. Pas toutes, le ficus, oui, mais je les rentre le soir, je sors un petit peu la journée, je rentre le soir. Ça fait tellement... Alors, d'habitude, il est feignant, mais là, il bosse tous les jours. Je rentre, je sors. Oui, mais mes petits ficus, c'est pas pareil, je les aime bien. Ça dépendra comment est vraiment la perspective de la météo. Mais si on sent qu'il y a des températures annoncées en dessous de 10 degrés pendant la nuit, on va encore maintenir en véranda. Et après, on va les sortir, mais là, une seule fois. On les laissera tout le temps. Et nous, on sort quasiment toutes nos plantes d'intérieur dans le jardin. Et ça, je peux vous dire, à condition d'avoir un jardin dont la lumière est tamisée. Il faut quand même avoir un couvert végétal, comme dans les pays tropicaux où vous avez des grands arbres et en dessous la végétation, de la lumière filtrée, pas de vent. On a beaucoup de haies qui protègent le jardin et toutes les plantes, alors même les cheflera, même tout ce que vous voulez, les anthuriums, tout ça dehors. La différence est impressionnante. Ça respire, ça prospère, c'est bien. Il faut les arroser aussi, il ne faudra pas oublier quand même. Alors, au niveau des semis, tu sèmes tes œillets d'Inde, toi? Oui, toujours un petit peu. Tu ne les achètes pas? Le semis est très facile. Il est extrêmement simple. Bon, j'en récupère un petit peu, puis j'en sème toujours parce qu'on a besoin. D'abord, les limaces en raffolent, donc là, au moins, ça les occupe. Utilise anti-nématode? Un petit peu. Alors, j'en plante comme tout le monde autour des tomates pour... soi-disant. Mais c'est joli. Pour les photos, c'est parfait. Donc, oui, soi-disant, parce que quand tu as du mildiou, c'est pas les œillets d'Inde qui vont les ralentir. Mais c'est très joli. Moi, j'aime bien parce que d'abord, c'est une plante comestible. On l'utilise quelquefois, les pétales dans la salade. Ça fait sympa. C'est surtout
décoratif. Et puis, ça donne de la couleur, parce que c'est des couleurs pétantes. Et au potager, ça relève un petit peu le niveau. Donc oui, on en sème régulièrement. Mais tu sèmes pas les soucis, ils sèment tout seuls. Oh non, là c'est une catastrophe, je les désherbe les soucis, parce qu'on a ces petites graines là qui sont un peu tordues, qui se répandent à une vitesse vertigineuse. Non, c'est compliqué le souci. Faites-vous des soucis avec les soucis. Alors, on a quand même pas mal de semis à faire en place au potager. On peut semer betteraves, brocolis, carottes, choux, laitue à couper, maïs doux, navets, persil, poirets, pois, radis, enfin tout ça. Les haricots, je pense que tu vas pas le faire tout de suite. Un petit peu tôt quand même. Oui, mais les premiers haricots dans le sud, on va pouvoir le faire. Très bien. Et puis bon, tous les légumes racines, la salade. Dans les semis en place aussi, alors ça, c'est un truc que vous faites pas suffisamment. Et vraiment, je vous invite à le faire. De semer en place des fleurs faciles. Alors, soit comme chez Roland, au milieu des légumes, soit dans des massifs entre les arbustes, etc. Tout ce qui est belle de jour, les bleuets, les immortels, les centaurées, les chrysanthèmes des moissons, les cosmos, les lavataires, les nigelles, capucine. Oui, alors la capucine, c'est quand même le HLM à pucerons. Oui et non, parce que d'abord ça attire les pucerons, pendant ce temps-là ils vont moins ailleurs, ça se gère relativement bien, et puis il y a les graines quand même à manger au vinaigre, c'est excellent. Ça manquait. Ah oui. À part anti-limaces, puis taille des haies de buis en ce moment, des arbustes persistants, c'est le moment quand même de leur donner un petit coup de taille. Doucement avec la taille, parce qu'on sait qu'il y a les oiseaux qui ont nidifié dedans, et on est dans la période, donc allez-y doucement pour le buis, d'accord, mais les haies paysagers... Pas les haies naturelles, les haies d'arbustes, comme le troène, non, mais il y a énormément de zones en ville notamment, où il y a encore des haies de troène, où il n'y a que des troènes, ou des lauriers palmes, par exemple, j'ai jamais vu un oiseau là-dedans. Non, là d'accord, on est d'accord. Et puis on taille quand même en ce moment aussi les oliviers, puisque c'est un peu la fin, mais il faut bien alléger la ramure et privilégier les nouvelles pousses. Allez, un petit coup de Canada avec l'Internet. On voyage encore grâce à Roland. Sur Instagram, il a 2618 abonnés. Ce n'est pas un jardinier professionnel. Je crois qu'il travaille dans un hôpital. Je suis allé fouiller un petit peu dans sa vie. Il est à Toronto, au Canada. Son pseudo, c'est Javdan Hovman. Bon, personne n'a rien compris, mais je vous l'écrirai. Oui, pour ceux qui regardent la vidéo. Ça sera mieux. Merci. Et donc, il est amateur de roses. Il prend des photos dans tous les sens. Bon, alors, seul petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas toujours la variété, parce que c'est insupportable. Oui, mais c'est un amateur, donc il prend les photos, et donc quand il trouve une rose qui est belle, il la prend en photo, mais il ne sait pas toujours où c'est. Il n'a qu'à faire le boulot de chercher les variétés. Ah ouais, mais comprenons-le, c'est pas son métier. Et par contre, dans les commentaires, il y en a qui proposent des idées, est-ce que c'est pas ceci ou cela? Donc ça fait partager plein de roses. Et puis il se présente en disant: la vie est courte, vivez et aimez avant de manquer de temps. Ah, c'est joli. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait. J'en sais rien, mais c'est joli. C'est bien. Alors, deux livres, comme d'habitude. Un livre qui va certainement vous plaire et plaire à Roland, puisque c'est des fleurs et des pollinisateurs plein mon jardin. Alors moi j'aime bien ça aussi, parce que avoir des fleurs dans le jardin, ça me semble complètement indispensable. Tant qu'à faire que ça attire les pollinisateurs, c'est pas plus mal. Donc c'est un ouvrage qui est pratique, un peu poétique aussi, avec un brin d'humour. C'est une Sylvie Laspina qui l'a écrite chez Terre Vivante. C'est un bouquin qui coûte pas cher, 15 €. Et regardez, il y a des jolies photos, et surtout, on va vous raconter quelles sont les plantes qui vont le plus attirer les pollinisateurs, que ce soit les abeilles, les bourdons, les papillons. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. On vous montre les pollinisateurs les uns derrière les autres pour que vous les reconnaissiez aussi. Ça, c'est pas si mal, parce qu'il n'y a peut-être pas autant de bouquins que ça là-dessus. Les photos sont plutôt de bonne qualité. Vous pouvez les voir en regardant. Et puis après, vous avez toutes les fleurs à butiner. Donc celles qui sont les plus attractives. Petit livre qui vaut quand même pas trop cher avec ses 15 €. Je rappelle, chez Terre Vivante. Un autre livre, alors qui est un peu décalé par rapport au jardin, mais on peut le faire dans le jardin, parce que les fleurs séchées, ce sont aussi les végétaux dont je parlais dans la précédente chronique, que l'on sème souvent en place, comme les immortels, les chrysanthèmes des moissons, etc. Et on ne sait jamais comment le faire, ça. Sécher les fleurs, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est pas un livre français, c'est Elke van der Peur qui est l'auteur. C'est en revanche un éditeur français qui s'appelle Ulmer qui l'a publié. Et on a
comment créer son propre jardin de fleurs, quelles fleurs sauvages, parce qu'elle pense aussi aux fleurs à sécher d'origine sauvage, et puis elle donne des méthodes pour les faire sécher naturellement, les conserver le plus longtemps, et il y a un peu de stylisme, on peut le voir, elle vous fait par exemple des bracelets avec des fleurs séchées, etc. Donc c'est beaucoup plus moderne que l'image qu'on peut avoir un peu désuète de la fleur séchée. L'auteur est une fleuriste belge assez renommée, parce qu'elle a aussi une approche écologique, et elle a donc 30 exemples à l'intérieur de ce livre autour de ça. Donc, chez Ulmer, ça coûte 19,90 €. Simon nous interpelle. Ah. Et Simon nous dit, nos lauriétains ont la maladie du trips. Depuis l'année dernière, il y en a plusieurs attaqués sévèrement. Nous avons bien arrosé aux pieds et certains sont partis, mais les feuilles sont toujours un peu marron. J'ai traité une fois au savon noir, que faire? Car avec les grandes chaleurs, ces insectes vont devenir plus virulents. C'est vraiment un petit insecte minuscule, 1 à 2 mm de long, mais qui ressemble, si on regarde pas trop près, on a l'impression que c'est des grains de riz qui sont posés sur les feuilles. Ils sont piqueurs-suceurs comme les pucerons, donc ça pose vraiment des problèmes parce qu'il y en a énormément, ils se multiplient quasiment à l'infini, et ils vont arriver à créer des déformations à force de piqûres, et un ralentissement de la croissance des plantes, évidemment du fait qu'ils ont pompé la sève. Et puis, comme tout insecte piqueur-suceur, le trips, lui, fait du miella qui attire la fumagine, donc cette espèce de charbon, de suie que l'on peut voir souvent. Il y a des déjections noires aussi, des petits points noirs, de temps en temps, autour des trips qui sont assez caractéristiques. Il n'y a pas que les lauriétains, bon sang. Ah non, il y a plein d'autres plantes qui sont atteintes, oui. C'est, je sais pas, moi, les fraisiers, les aubergines, les haricots. À la maison, les anthuriums, les crotons, les plantes grasses comme les crassulas, les cyclamènes, au jardin, les rosiers, les rhodos, enfin tout ça, ça peut être attaqué par les trips. Il y a déjà une chose qu'on peut faire, tout bête, il existe des attractifs contre les trips, les chéromones. Les chéromones, un peu comme les phéromones. C'est l'opposé. Ah, c'est l'opposé, d'accord. La chéromone, c'est la substance que va émettre la plante pour signaler qu'elle est en danger, et à ce moment-là, ça va avoir un effet répulsif. Vous avez aussi des attractifs qui vont attirer les mâles et les femelles sur des pièges englués. Alors là, on n'est pas sur le jaune, on est plutôt sur le bleu. Oui, je me suis posé la question. Pourquoi le bleu par rapport au jaune? Le trips repère mieux le bleu? Sans doute. Ouais, moi, je ne connais pas les regards du trips exactement. Mais tout ça, ce sont des observations qui ont pu être faites, des analyses, des choses qui permettent vraiment d'avoir des résultats. Après, on a aujourd'hui quand même des auxiliaires. La plupart de ces auxiliaires sont pas forcément très très faciles à manipuler, je dirais. Ils s'appellent Ambléséius. Alors il y a Ambléséius cucumeris, il y a Ambléséius swirskii, qui sont plutôt actifs lorsque la température est élevée, au-dessus de 25 degrés. En revanche, quand il y a que 15 degrés, ils sont pratiquement inactifs. Donc ça fonctionne vraiment que pendant la belle période. Mais c'est important parce qu'il faut savoir qu'une femelle de trips, ça vous pond 300 œufs comme ça dans la foulée. En revanche, c'est pas forcément très facile à utiliser ces insectes auxiliaires. Il y a aussi Amblydromalus limonicus, qui est proposé par Coppert, et là, qui serait plus facile à utiliser parce que lui, il aime mieux les températures un peu fraîches, mais en revanche, il faut une bonne humidité relatif. Donc, là, on est sur de la vente en ligne pour trouver ces petites bestioles. Oui, bien entendu. Coppert, Biobest, Biotop sont les grandes entreprises qui fabriquent tout ça. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On va parler des ifs. Alors, pas des ifs en tant que plantes de haies ou plantes de taupières, etc. On en reviendra peut-être un jour. Mais de très étonnantes propriétés qu'on a découvertes sur ces conifères. Conifères qui, au niveau de l'histoire, ont une mauvaise image. Parce que même Paul Verlaine, lui, il écrivait dans les poèmes saturniens, les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal. C'est déjà joli comme écriture, mais les petits ifs du cimetière, on en a mis dans tous les cimetières. Les ifs étaient associés vraiment à l'image de la mort, et parce que ce sont des arbres de grande longévité.
peut-être qu'il y avait un symbole d'immortalité autour de ça, et on espérait peut-être le retour à la vie éternelle pour nos chers disparus. Conifères. Oui. Quelle famille? Taxacées. Taxacées. Ah, il j'étais pas s'appelle loin. Taxus en langue botanique, et il n'y en a que 9 espèces, et on va voir que c'est un arbre qui date quand même aussi, alors pas autant que les fougères dont on a parlé au début de l'émission, mais on est quand même sur 120 millions d'années, comme tous les conifères quand même sont un gamin, très, mais très pas longs. mal. Alors il vit pas 120 millions d'années, mais Oui. des ifs millénaires, il en existe quand même souvent. Il a une particularité déjà intéressante au niveau physiologique, c'est que contrairement à la plupart des conifères, il n'est pas résineux. Oui, c'est vrai, oui, il n'y a pas de résine Voilà, qui coule. il n'y a oui. pas de résine. Ouais. Et puis quand on regarde comment il est fabriqué, il a plutôt des feuilles que des aiguilles. Ouais, ou des aiguilles très très larges qui piquent pas, donc oui, on peut Voilà, appeler ça non, des mais feuilles. qui sont oui. souples Ouais. comme une Oui. feuille. Et puis quand on regarde aussi, il ne fait pas de cône. Ah non, il faut un genre de fruit, on va dire. Je vais dire un fruit, tu vas me reprendre, Ah, ça s'appelle comment? puisque c'est un conifère. Une drupe? Non, une arille. Une arille? Ah, oui. Alors l'arille, c'est l'enveloppe charnue, au milieu, Le il y a la rouge. graine. Danger, la graine. Alors, la graine ultra dangereuse, en revanche, l'arille, elle est comestible. Oui. Enfin, ça, je vous le déconseille totalement parce qu'il suffit de se tromper. C'est vraiment un gros problème. Les oiseaux, en plus, adorent ça, donc laissez-leur le plaisir de manger les arilles des ifs et ça sera quand même très très bien. Cette graine n'est pas dégradée par le système digestif des oiseaux, donc ils s'en fichent complètement. Ils ne sont pas immunisés contre le poison, mais comme ils ne le digèrent pas, il n'y a pas de problème. Autre particularité des ifs, ils sont dioïques. Dioïque. Le mâle, la femelle? Voilà, donc vous n'aurez des graines et donc des arilles que sur les plants femelles. Eh oui. Ah oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'arille mâle, comme ça il n'y aurait pas la graine au milieu. Alors, on a dit que la graine était très toxique, mais ça suffit pas. L'ensemble de la plante, hormis l'arille, est elle-même très toxique. Il faut savoir que les Romains et les Gaulois ensuite empoisonnaient leurs flèches avec des extraits d'olive. Et on disait aussi que certains chevaux qui tiraient les corbillards étaient morts parce que, comme je vous l'ai dit, on plantait des ifs près des cimetières et ils mangeaient des feuilles d'ifs et ils les digéraient pas et ils ont eu quand même des problèmes. Les Gaulois appelaient l'if éburon ou éburon, je parlais pas le gaulois, parce qu'il y avait la tribu des Éburovis, c'était les combattants de l'if, qui ont donné des noms à des villes connues aujourd'hui. Éburon, Évreux, Évry, oui. Ivry sont associés à l'if. Le bois de l'if, qui est à la fois solide et souple, était utilisé pour faire des arcs, parce qu'on pouvait le courber, et on a carrément ratiboisé des forêts d'ifs Pour faire dès des le arcs. Moyen-Âge. Ah oui, oui. Mais ce qui est le plus intéressant, de très très loin, et c'est là-dessus que je voulais vraiment insister, c'est la propriété médicinale qui a été découverte au niveau de l'if. L'if contient une molécule qu'on appelle le taxol, qui a été découverte par des Américains en 1971 et qui a permis de créer des produits de chimiothérapie anticancéreuse. Le problème, c'est que on ne savait pas le synthétiser, et ce taxol a d'abord été extrait des écorces d'un if qui n'est pas le nôtre. Nous, on a Taxus baccata, et aux États-Unis, on utilisait Taxus brevifolia, qui pousse le long des côtes du Pacifique et qui pousse très lentement. Et c'est là que je voulais attirer votre attention sur une chose qui me semble capitale, à savoir l'idée des produits naturels. Là, on était sur un produit naturel, et on a failli, par son exploitation, anéantir totalement la ressource du fait que les arbres poussaient lentement, qu'on utilisait l'écorce, que ça les tuait, et qu'on n'était pas capable de les renouveler suffisamment rapidement en fonction des besoins qu'on avait. Bien sûr. Et fort heureusement, un professeur du CNRS à Gif-sur-Yvette, c'est pas If-sur-Yvette, c'est Gif-sur-Yvette, qui s'appelait le professeur Potier, il s'est dit, il y a quand même des ifs aussi autour de chez nous, etc. Je vais travailler là-dessus. Et lui, il a réussi à isoler une molécule qui était 2 fois plus active que le taxol naturel et qui a été appelée le toxotère. Et toujours dans l'if. Oui. Ouais. Mais ils ont réussi aussi à le synthétiser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fabrique
entre guillemets, une molécule qui est d'origine naturelle, mais on la synthétise. On ne va plus prélever dans la nature, on n'a plus d'impact directement sur les populations d'IF, et surtout, on arrive à guérir des cancers. Parce que c'est certainement aujourd'hui la substance la plus efficace contre les cancers du sein et de l'ovaire, et on a même réussi à le faire activer sur le cancer du côlon, parce qu'on avait des protéines qui bloquaient son activité. Donc ça, c'est vraiment de la médecine complète. Mais vous vous rendez compte de cette chose magnifique, c'est qu'il existe donc dans la nature des substances qui sont capables de nous apporter des solutions curatives sur des maladies mortelles et terribles, mais que sans le génie humain, on ne peut pas, ou on ne pourrait pas l'utiliser parce qu'on aurait épuisé rapidement la ressource. Donc c'est là que je voudrais qu'ensemble on ait eu cette réflexion pour se dire, oui, la nature est merveilleuse, oui, la nature peut nous apporter des choses quasiment miraculeuses pour nous sauver, pour nous aider, pour nous soigner, mais il faut aussi qu'en tant qu'humain, on ait la science, la capacité de se dire, je ne vais pas tout prélever, je vais essayer d'inventer, de fabriquer. Si on ne le fait pas, surtout en raison de la masse démographique que l'on a, eh bien on épuiserait rapidement la ressource. Aujourd'hui, on est sur l'idée, oui, faut que ça soit naturel, faut que ça soit naturel, faut que ça soit naturel, mais attention. Voilà. Tu es en train de nous dire qu'entre l'homme et la nature, nous faisons une équipe. Dans ce cas-là, oui, c'est une belle façon de voir les choses, je crois, oui. Parce que ça va dans le bon sens et ça va dans les choses qui vont nous aider. Et peut-être demain, il y a d'autres plantes, hein, par exemple, la pervenche de Madagascar, mais là, la pervenche de Madagascar, l'avantage, c'est qu'on peut les cultiver à foison, donc là, on peut le sortir. Mais quand on a la chance de trouver des substances comme ça, il faut être capable de réfléchir en permanence, se dire, c'est bien de les prendre dans la nature, mais ça serait encore mieux, on pouvait les fabriquer. Et ça sera le mot de la fin. Non, mais bravo Patrick. Non, c'est simplement une chose que je pense qu'on a besoin de temps en temps de remettre sur place pour pas simplement se focaliser sur des choses comme oui, la nature, je vais faire ce que je veux avec la nature. Donc merci de nous avoir écoutés. Je suis ravi que nous ayons passé 7 heures ensemble. Nous avons l'occasion de parler de choses très très variées. Roland, merci beaucoup. Merci à toi Patrick de m'avoir accueilli jusque-là. Allez voir sur Instagram, il a plein de photos, il en met sans arrêt. Et puis je crois qu'il aimerait bien que vous lui mettiez un petit mot. Oui, je t'ai entendu. Je t'aime. Non, mais je t'ai entendu sur News Jardin TV, ça m'a plu, maintenant je te suis, j'aime bien tes photos, voilà tout ça. Alors nous on aime beaucoup le son que nous fait Monsieur Stéphane, c'était vraiment très très bien. Je vous invite aussi d'ailleurs ça... écoutez aussi l'émission, puisqu'elle est faite normalement pour faire d'abord une émission de radio. C'est vrai qu'elle est plus complète avec les illustrations qu'on amène sur la vidéo, ça vous permet de voir les choses, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est différent, ça peut s'écouter à tout moment. Un iPhone, hop, vous branchez, c'est facile. Monsieur Miguel, merci pour tout. Tu étais là, tu étais présent, on aura certainement des très très bonnes images. Et puis on avait Madame Mulan qui nous surveille, qui est là, qui sait toujours ce qu'on a à faire ou pas à faire, qui nous permet aussi de nous nourrir et qui nous permet aussi de faire tous les reportages que vous voyez sur les vidéos classiques. Et puis on a notre petite perlinette là qui était là, vous l'avez pas entendu, je suis sûr. Peut-être que certains d'entre vous qui ont l'oreille très très fine auront peut-être entendu des comme ça, parce qu'elle ronfle, elle est terrible. Tout au long de la journée, elle est comme ça, regardez comme elle est mignonne. C'est un petit Westie, mais c'est vraiment la meilleure des races. Alors, avec ces petites images d'Épinal de Roland amoureusement caressées par notre petite Perline, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.